Alors, j'invite maintenant M. Marc Brulman et Mme Lucie Sauvé. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Bergeron, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, écoutez, comme convenu, 10 minutes, la commission vous écoute. C'est très bien. Alors, d'abord, mes salutations, Monsieur le Président et Monsieur le Commissaire, Laurent Piloteau. Alors, moi, je m'appelle Lucie Sauvé. Je suis professeure à l'UQAM et je suis coordonnatrice depuis 2011 du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et les enjeux énergétiques au Québec, dont le mémoire a été présenté hier après-midi. Alors, nous présentons maintenant cet autre mémoire que j'ai co-signé justement avec mon collègue Jesse Greener, professeur à la Faculté de sciences et de génie de l'Université Laval, et Marc Brulmans, docteur en biophysique. Alors, ce mémoire rappelle le contenu d'une lettre qui a été publiée dans Le Devoir en juin 2019 et que justement a évoqué notre collègue Jesse Greener tout à l'heure. En fait, l'ordre de nos présentations a finalement été inversé. De toute façon, peu importe. Cette lettre, dont nous rappelons le contenu, elle a été signée par 161 scientifiques de divers horizons disciplinaires. Et en fait, on y demandait le rejet du projet GNLQ, incluant l'usine Énergie Saguenay et montrant que ce projet était incompatible avec la notion de transition énergétique et qu'il aggraverait effectivement l'urgence écologique actuelle. Alors, cette lettre-là, elle s'inscrit dans la foulée d'un ensemble d'autres lettres collectives qui ont été produites par des scientifiques au cours des 2 dernières années et qui totalisent 723 signatures. Alors, je vais les rappeler, mais très rapidement, parce qu'elles ont déjà été évoquées dans le cadre de ces audiences. Alors, premièrement, il y a cette lettre de septembre 2018, évoquée justement par Jesse Greener tout à l'heure, et qui a été signée par 138 scientifiques québécois. Alors ensuite, en octobre 2019, 40 économistes et chercheurs en économie du Québec ont signé une lettre où, après avoir déconstruit les prétentions de carboneutralité et d'avantages économiques du projet GNLQ, les auteurs suggèrent des avenues de développement nettement plus prometteuses pour l'économie du Québec et en cohérence avec la nécessaire transition à opérer. Ensuite, en janvier 2020, 133 professeurs et chargés de cours professionnels de l'Université du Québec à Chicoutimi ont adressé une lettre au premier ministre et aux politiciens de la région. C'est un leurre des styles de croire que ce projet servira aux intérêts de notre région. Celle-ci possède tous les atouts pour se placer en chef de file d'une transition socio-écologique. Et puis, en mars 2020, une lettre des médecins et de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, incluant 251 signatures, a été adressée au premier ministre du Québec et publiée dans les médias. Le projet Énergie Saguenay, disent-ils, soulève des questions éthiques importantes au regard de la santé des populations actuelles et des générations à venir. Au-delà de ces 723 signatures, il faut ajouter, bien entendu, la mobilisation du réseau des universitaires, le DU, regroupant 475 membres, dont les coordonnateurs sont venus présenter ici même, à ces audiences, la publication d'un recueil de contributions critiques d'experts contre le projet GNLQ. Ces scientifiques, ces chercheurs, ces experts n'ont aucun intérêt électoraliste à défendre. Ils n'ont aucun intérêt financier à s'engager dans ce débat. Ils ne répondent à aucun lobby ou promoteur. Et ils n'ont pas d'intérêt académique non plus. Vous savez, la contribution au débat social n'est pas particulièrement valorisée dans les évaluations formelles de nos travaux. Ces scientifiques s'engagent par souci de responsabilité sociale
ils se sont sentis interpellés, entre autres, par la mobilisation des groupes citoyens et des organisations environnementales qui ont été les premiers, en particulier depuis les années 2000, à soulever des questions, à mener des enquêtes, à stopper des projets énergétiques qui se sont finalement avérés insoutenables si on pense par exemple aux centrales thermiques ou au gaz de schiste. Il s'est développé au Québec une remarquable intelligence citoyenne autour des questions énergétiques et on le constate dans ces audiences. Les scientifiques contribuent à la complémentarité des savoirs et assurent une veille critique. Pour la deuxième partie de cet exposé, mon collègue Marc Brulmans va reprendre certains arguments qui ont été présentés dans notre lettre de juin 2019 et qui restent très actuels. Merci Lucie. Dans son étude d'impact, GNL Québec a présenté 3 éléments principaux pour justifier son projet. Premièrement, un surplus de gaz dans l'ouest du pays. Deuxièmement, la possibilité d'utiliser notre électricité pour liquéfier le gaz. Et troisièmement, le remplacement du charbon et du mazout dans les pays importateurs. Ces éléments de justification sont contestables et voici quelques contre-arguments qu'il importe, croyons-nous, de considérer. Sur le premier point, le surplus de gaz dans l'Ouest. Pourquoi déjà avons-nous une telle production? Il faut savoir que l'extraction du pétrole des sables bitumineux nécessite de très grandes quantités d'énergie et que c'est le gaz fossile de l'Ouest qui fournit cette énergie. Plus l'Alberta extrait de ce pétrole lourd, plus cela nécessite de gaz naturel qui est maintenant issu de la fracturation. Jusqu'ici, la rente de ce gaz était assurée, mais avec la baisse du prix du baril de pétrole sur les marchés, des surplus de gaz apparaissent et doivent être écoulés, d'où les projets d'usines de liquéfaction dans l'Ouest, puis ici. Il y a abondance présentement de gaz dans l'Ouest, mais est-ce une raison pour se lancer dans la filière du GNL? Et en quoi cela devrait-il être une priorité de développement au Canada et au Québec? En tenant compte de nos émissions historiques de gaz à effet de serre par capita et de la quantité présentement extraite d'hydrocarbures au Canada, nous croyons que le Canada devrait mettre un frein à tout nouveau projet d'extraction. En effet, en 2019, le Programme des Nations unies pour l'environnement déclarait que le Canada se situait au 9e rang sur 193 États en tant que pays responsable des émissions de CO2 au vu de sa production d'hydrocarbures. On ne peut donc éluder la responsabilité qui nous incombe. Ce n'est donc pas la disponibilité d'une ressource fossile qui peut en justifier l'extraction. Sur le deuxième point, l'usine de liquéfaction et les stations québécoises de compression du gazoduc fonctionneront avec de l'hydroélectricité. D'emblée, il est inapproprié d'utiliser une filière décarbonée pour soutenir une filière carbonée, tout comme il est inapproprié d'utiliser une filière énergétique avec un fort taux de retour énergétique, l'hydroélectricité, pour en soutenir une en ayant un faible taux, celle du gaz. Et il faut tenir compte du caractère renouvelable de la ressource. Pour le gaz naturel, des dizaines de millions d'années seront nécessaires à la reconstitution du stock, et cela seulement si les conditions futures de la biosphère le permettent. En 2 mots, notre hydroélectricité doit servir à des usages structurants afin de soutenir une société post-carbone et non pas à liquéfier du gaz fossile destiné à l'exportation. Troisième point, sur la substitution du charbon par le gaz naturel. Dès le début, jamais nous, en tant que scientifiques, avons cru que cette substitution pouvait se réaliser comme le promoteur l'a fait valoir. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'histoire des combustibles fossiles nous a prouvé le contraire. Ce sont autant de filières qui s'entretiennent mutuellement et par conséquent s'additionnent sur les marchés. Par ailleurs, les quantités en jeu deviennent tellement importantes que la substitution d'une filière par une autre ne pourrait se faire qu'au terme de plusieurs décennies. Or, nous n'avons pas ce temps. Il faudrait aussi se rendre compte que l'on peut difficilement agir sur le devenir du gaz naturel ou de toute autre ressource une fois cette ressource extraite. Comment une entreprise ou même un pays pourrait contraindre une autre nation sur le choix d'une filière énergétique? Avant de redonner la parole à ma collègue, soulignons que l'expertise mise de l'avant dans les lettres mentionnées précédemment doit être considérée avec attention,
surtout au vu des circonstances critiques actuelles, que l'on évoque l'urgence climatique, la perte de biodiversité ou la présente pandémie. Merci. Alors, en conclusion? Oui, en conclusion, au regard de l'apport majeur des scientifiques dont les arguments ont mis en évidence le caractère inopportun, voire nocif à plusieurs égards de ce projet, on se rend compte que si le gouvernement avalise ce projet, comme ce fut le cas en 2015 pour l'usine de Stolt Ellen Gaz à Bécancour, ça ne se fera pas sur la base d'arguments scientifiques, ni par conséquent en obtenant l'appui des universitaires et des chercheurs. Si le gouvernement avalise ce projet, sa décision relèverait d'une conception désuète du développement économique et social, relèverait aussi d'un certain autisme politico-économique, répondant à certains intérêts financiers ou dans le but d'obtenir certains gains électoraux au risque très important, on l'a constaté, de perdre l'appui de larges segments d'une population de plus en plus consciente et éclairée, et en particulier d'une jeunesse mobilisée pour son avenir. Alors nous vous remercions de votre attention et nous apprécions tout le travail exigeant de l'équipe de la Commission. Alors merci Mme Sauvé, merci M. Brulmans d'être venu partager votre point de vue sur le projet. Merci à vous deux. Alors nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi. Merci.